Le 16 septembre 2023, l'enfantement de la charte du Liptako Gourmand changeait la face géopolitique de l'Afrique de l'Ouest en créant l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger actaient une rupture historique avec la CEDEAO et par extension avec un certain ordre post-colonial. Aujourd'hui, alors que les trois capitales, Bamako, Ouagadougou et Niamey, s'organisent en confédération, une question de fond mérite d'être posée. L'AES est-elle bien partie? S'agit-il d'un saut courageux vers une souveraineté totale ou d'un pari risqué face à une économie mondiale impitoyable? Pour en débattre dans le forum de ce dimanche 19 avril 2026, nous recevons en direct deux voix fortes, deux regards qui scrutent les mutations du continent. À ma droite, Franklin Nyamsi, il est professeur agrégé, écrivain et figure de proue du panafricanisme contemporain. Professeur, vous portez une voix de rupture et de résistance. Pour vous, l'AES, c'est le laboratoire de la deuxième indépendance africaine. Bonsoir et bienvenue, Franklin Nyamsi. Ouatogo, Africa, doit-on dire? Voilà. Très heureux d'être au Togo. Merci Gilles Boko et très heureux d'être ici en compagnie de l'inénarrable Kegewe Segoyou, notre ambassadeur et porte-parole de la cause panafricaine ici au Togo. C'est un très grand bonheur, c'est un moment historique de l'histoire de l'AES, mais aussi de l'histoire de la sous-région que nous allons vivre ensemble. Oui, il a vendu la mèche, le professeur. Ah ouais, les enseignants, ils ne savent pas te dire leur langue. Donc, ils ne bougent pas. Être avec nous, Sogoyou Kegewe, analyste politique et fin connaisseur des dynamiques sécuritaires institutionnelles de la sous-région. Vous nous apporterez votre éclairage sur la viabilité structurelle de ce projet, les défis diplomatiques qui attendent ces trois nations. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour à tous nos téléspectateurs. On se connaît et aujourd'hui c'est dimanche. Beaucoup sont allés à la messe. Et certains, pour nous encourager, n'hésitent pas à qualifier nos émissions de seconde messe. Voilà. Donc, je leur souhaite la bienvenue dans la seconde messe. Et moi, je peux dire que c'est un jour vraiment particulier pour moi. Quand je rentrais, j'ai vu le jeune frère Franklin Nyamsi, il entrait. Je l'ai vu de dos, je ne savais pas que c'est lui. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il est aussi grand de taille. on s'est quand même déjà vu. Mais je ne savais pas qu'il était aussi grand de taille. J'étais assis ce jour-là. Et quand je l'ai vu de dos, je me suis dit, mais aujourd'hui, mon ami Gilles Boko nous a invité un Yovo. Donc, je rentre. Première agréable surprise, c'est Franklin Nyamsi. Et deuxième agréable surprise, je tombe nez à nez sur qui? Sur le champion, disons, la voix la plus forte, la plus chaude. Orthogonale pour de l'AES, le président Bassolma Bazié. Je crois que c'est un jour exceptionnel. J'en suis très heureux et je félicite monsieur le président Franklin Nyamsi et le président Bassolma Bazié, même s'il n'est pas avec nous ici, mais je suis heureux qu'il soit passé dans nos studios. Merci. Et je crois que c'est avec plaisir que nous allons parler de l'AES. Voilà. Journaliste, ancien ambassadeur du Togo. La défense, la monnaie, la diplomatie et surtout l'avenir des populations sahéliennes. Quel bilan après les débuts de cette alliance que la messe commence donc? Et d'abord, faisons l'état des lieux, professeur. L'AES est née, on le sait, dans l'urgence sécuritaire. Aujourd'hui, est-ce pour vous une simple alliance de défense ou sommes-nous déjà face à un projet d'État fédéral viable? Je commencerai volontiers par le projet. L'AES s'appelait au départ Alliance des États du Sahel. Par la suite, les dirigeants éclairés de cette sous-région se sont appelés Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et il est indiqué dans tous les textes statutaires de l'Alliance des États du Sahel qu'elle a vocation à devenir la Fédération du Sahel. Ça sera son étape ultime. Et dans cette forme-là, elle accomplira la plus grande puissance en fait, d'Afrique francophone que l'on puisse avoir. Pour le moment, elle est la plus grande puissance en émergence en Afrique noire. Sur combien de points? Sur 4 points. Le premier point, c'est qu'elle détient la plus grande force unifiée internationale africaine. Elle est passée de 5 000 à 7 000 hommes. À bientôt 10-15 000 hommes. On annonce là 15 000 hommes. Donc c'est la plus grande force unifiée endogène africaine aujourd'hui opérationnelle sur le continent. Deuxième territoire, eh bien l'économie. La banque d'investissement de l'AES est en plein fonctionnement.
elle est capable maintenant de payer sur fonds propres, de payer par elle-même, sans même nécessairement passer par le franc des colonies françaises d'Afrique. Troisième chantier, le chantier diplomatique. La réunion qui vient de se tenir, la réunion de haut niveau qui vient de se tenir ici à Lomé et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer à l'invitation des plus hautes autorités de la République togolaise, à la tête desquelles son Excellence, le président du Conseil, Faure Sozemna Gnassingbé, cette réunion consacre la reconnaissance internationale, interorganisationnelle, la reconnaissance institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel comme celle avec laquelle on doit discuter de ce qui va se passer dans le Sahel central. Enfin, il y a une quatrième dimension, c'est que l'Alliance des États du Sahel galvanise le continent. Les événements qui se déroulent dans cet espace politique particulier ont une portée littéralement thérapeutique, une portée spirituelle. Le redressement, la verticalisation des Africains sont en cours. Donc, nous sommes convaincus que la dynamique qui a été prise dans l'AES est celle qui embrasera et élèvera le continent tout entier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je voudrais rapporter pour finir une petite anecdote sur la réunion qui s'est déroulée hier. Cette réunion s'est tenue pendant toute la journée, de 9h pratiquement jusqu'à 14h, avant le déjeuner qui a été offert par les autorités togolaises. C'est l'une des rares réunions rassemblant les autorités togolaises, les représentants, les autorités de l'AES et les partenaires de la communauté internationale, sous-régionale et internationale, où on n'est pas entendu un seul représentant occidental piper une seule phrase de condescendance, de mépris envers les Africains. À Lomé, capitale de la médiation, le respect des Africains s'impose parce que les Africains se rassemblent et trouvent des solutions endogènes à leurs problèmes. Et ça, c'est une avancée notoire. Nous espérons qu'elle sera exemplaire dans toutes les autres régions de ce continent qui a besoin de se réveiller et de s'éveiller. C'est un combat que vous menez depuis plusieurs années, le respect de l'Afrique. Vous avez pris beaucoup de risques avec les conséquences qu'on connaît. Quand vous voyez ces résultats aujourd'hui, bon, le début des résultats, vous prenez du petit lait ou vous dites encore il y a du chemin à faire? Ce n'est pas du petit lait, je bois tout le lait de la fermière. Vous savez, nous sommes, moi j'ai 54 ans cette année, nous sommes une génération qui a vécu une bonne partie de sa vie dans des espaces qui étaient encore dominés par le néocolonialisme français. Et qui a, en très bonne partie, été empêché d'exprimer ses aspirations et son génie, son talent, dans son propre espace natal. L'Alliance des États du Sahel, en fait, est la consécration de toutes les luttes que nous menons partout pour être heureux chez nous, libres chez nous, dignes et souverains chez nous. Moi qui ai vécu 25 années en Europe, je me souviendrai toujours d'une objection que les Occidentaux nous font et qui est imparable. Quand nous nous plaignons, et moi, je suis une victime spéciale de la persécution de la France-Afrique, du néocolonialisme français en particulier, du régime du président Macron, quand nous nous plaignons là-bas, de la manière dont on nous traite, parce que nous appelons à déloger toutes les troupes néocolonialistes, à supprimer le franc CFA, à arrêter de s'ingérer dans nos affaires politiques, à laisser les Africains créer des systèmes politiques inspirés de leur propre tradition, arrêter cette histoire de chantage à la démocratie, aux droits de l'homme, alors que nous sommes la première civilisation du monde. Vous savez ce qu'ils nous disent souvent? Ils nous disent, vous avez de la chance de nous critiquer, de nous parler comme ça ici en Europe, parce que si c'était dans votre pays, vous ne seriez plus vivants. Donc l'Alliance des États du Sahel représente la possibilité pour nous tous de revivre pleinement dans notre continent en confiance, parce que les institutions font ce que nous voulons. Voilà pourquoi ce n'est pas simplement en fait une thérapie personnelle que ces victoires politiques, diplomatiques, militaires, sécuritaires et économiques qui sont en train d'être remportées, c'est aussi en réalité la matérialisation des aspirations de notre combat. Ouais. Sur le plan symbolique et même institutionnel, les fondations de l'AES sont-elles assez solides pour résister aux tentatives de déstabilisation interne et externe que subissent régulièrement ces trois pays? Les tentatives de déstabilisation, elles sont permanentes, elles sont quotidiennes. Et on les connaît maintenant. Je crois que les gens de l'AES ont les yeux ouverts. Ils savent qui est leur allié, ils savent qui est leur ennemi. Ce que je voulais dire, c'est que l'AES, vous posez des questions sur l'AES. A priori, les dirigeants de l'AES, le premier, en l'occurrence le général Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir au Mali,
il ne pensait pas à créer l'AES. Ce n'était pas ça le problème. Après, son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris le pouvoir. Il ne pensait pas à l'AES. L'idée n'existait même pas. Avant que leur frère, le général Abdraman Tiani, ne prenne le pouvoir. Chacun a pris le pouvoir chez lui de façon, disons, différente, mais le point commun, c'est qu'ils l'ont toujours fait dans le calme, dans le respect de la vie d'autrui. Sans effusion de sang. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, on les traite de putschistes. Il y a des pays où ce n'était pas des militaires, ce n'était pas des putschistes, mais où le sang coule en permanence au nom de la politique. Donc c'est arrivé maintenant les trois, décidés à sortir du traquenard néocolonialiste, colonialiste, qu'ils se sont rendus compte que leurs frères, sur lesquels ils étaient en droit de compter, à savoir leurs frères de la CEDEAO, sur lesquels ils étaient en droit de compter pour lutter contre leur ennemi commun, qui était le terrorisme, fabriqué en Libye, équipé en Libye, financé en Libye par l'OTAN et jeté contre les peuples noirs d'Afrique subsaharienne. Alors, c'est là qu'ils s'aperçoivent que, mais attends, les autres, au lieu de nous soutenir, se mobilisent contre nous. Voilà. Et ils se mobilisent comment? Avec des langages guerriers. Ah, on a 850 hommes. 1100. 1150, 1100 hommes. Ah, on va aller attaquer, on a tout essayé, ça ne marche pas. Quand j'entends ces pays qui n'ont aucune réputation militaire connue, ni hier ni aujourd'hui, menacer ces peuples du Sahel, c'est que ça fait pitié. C'est donc là qu'étant tous dans sous les mêmes menaces, ils se sont dit, mais il vaut mieux qu'on se mette ensemble. Et je crois que c'est de ça qu'est née l'AES. Maintenant, vous demandez si c'est bien parti. En Afrique, il n'y a rien qui soit aussi bien parti que l'AES. Toutes les autres réunions, associations, sont en voie de disparition. La CEDEAO, j'ai toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui je le dis, ça n'existe pas parce que la CEDEAO avait été fondée, les pères fondateurs, c'était des gens qui étaient très patriotes. 1975. 1975. Tu t'imagines, en 1975, j'étais en classe de 3e. Moi, je n'étais pas encore né. Ben, tu n'étais pas encore né. Moi, j'avais 3 ans. Voilà. Moi, j'étais en classe de 3e. Alors, les pères fondateurs étaient avant tout des patriotes. Les pères fondateurs étaient avant tout soucieux du bien-être de leur population. De leur région. Parce que quand on dit la libre circulation des biens et des personnes, ça veut dire que les dirigeants sont soucieux du bien-être des populations. Et tous, comme par hasard, mais c'était des militaires. Qui avaient pris le pouvoir par coup d'État. Aujourd'hui, des démocraties préfabriquées, inconsistantes, impopulaires, creuses, violentes, toujours prêtes à emprisonner à tour de bras. C'est ces gens-là qui sortent aujourd'hui, ils disent que, putschistes, militaires, mais ils n'ont tué personne à part vos terroristes. Et leur droit, leur premier devoir, c'est justement de tuer les terroristes. Mais comme vous, les terroristes, c'est vos frères, vous trouvez qu'ils sont méchants. Ok, ça fait votre affaire. C'est vous qui les menacez de guerre. Jusqu'à nouvel avis, l'AES n'a jamais proféré de menaces contre aucun pays, ni de la sous-région, ni d'ailleurs. Donc l'AES est le noyau d'une nouvelle Afrique qui part. Les gens en sont conscients. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'investissent à tout va pour attaquer et détruire ce noyau, mais ils ne pourront pas. Parce que la politique du chantage, des menaces permanentes, on va faire coup d'État, on va fermer les frontières, on va fermer les ports, on va faire ceci. Je les invite à regarder aujourd'hui ce qui se passe dans les pays du Golfe et l'autre qui est assis derrière l'Atlantique et tous les jours qui n'a en bouche que les menaces, le chantage, les sanctions, les destructions de civilisation. Regardez-le bien, vous allez voir comment il va finir. Et vous, ici, qui pratiquez la même politique de chantage, de banditisme,
d'entêtement inutile pour l'intérêt des puissances extérieures, vous allez voir comment vous allez finir vous-même. Donc, l'AES est ce qui est de plus sûr qui avance aujourd'hui. Ben, vous êtes très sûr de ce que vous dites. Moi, je pose la question Gilles, sur la durabilité. pardon, Gilles. Oui. Aujourd'hui, l'AES est consolidée, elle est solide, mais au début, alors qu'on Tout le pouvait monde en doutait. douter, ben, nous, on était déjà devant. dedans. Moi, je repose la question sur la durabilité de l'AES parce que les persécuteurs, surtout de l'étranger, n'ont pas jeté l'éponge. Ils continuent leurs manœuvres. Et d'ailleurs, même avant de revenir à ça, professeur, je voudrais vous inviter à nous donner les clés de compréhension de la pensée occidentale, souvent taillée dans la prédation et l'impérialisme. Oui. C'est dû à quoi? La naïveté des Africains ou Il y a un peu de tout ça. Gilles, il faut bien savoir ce qu'on entend par l'Occident. C'est cette partie du monde qui s'étale entre l'Europe et maintenant l'Amérique du Nord. Ouais. Il faut savoir que l'Amérique du Nord, c'est accidentellement. Parce que les Occidentaux qui sont en Amérique du Nord sont des descendants de colons. Ils ont exterminé les Indiens d'Amérique. Ensuite, ils ont esclavagisé les Noirs d'Afrique pour construire l'Amérique. À la base, ils ne sont pas américains. Mais l'Occident, au sens politique du terme, englobe l'Europe, les États-Unis et leur dominion dans tous les océans. Hein. Le Japon est occidental. Par sa politique, Israël est occidental. L'Australie est occidentale. Donc le concept d'Occident a plusieurs strates. Mais l'Occident originel, c'est-à-dire l'Europe, c'est le continent le plus pauvre en matières premières naturelles, en ressources naturelles de la planète. C'est le continent sans pétrole, sans or, sans gaz, sans manganèse, sans lithium, sans coltan. C'est le continent qui manque de tout. Et donc, très tôt dans leur histoire, mettons il y a 600 à 700 ans, les Occidentaux ont pris conscience, par les explorations qu'ils avaient commencé à faire, qu'ils étaient le continent le plus pauvre du monde. Donc la psychologie de l'occidental en particulier et de l'élite politique occidentale est dominée par une angoisse existentielle. Ils ont peur du lendemain parce que la rareté est leur condition de vie. Si vous y ajoutez la rigueur du climat, la violence du climat, vous vous rendez compte que ce sont des peuples qui ne pouvaient finalement exister qu'en s'entretuant. Et l'histoire en Occident, c'est l'histoire des guerres occidentales, entre eux. Guerre de 30 ans, guerre de 100 ans, guerre de ceci, parce les qu'ils manquent de croisades. tout. Ce qui fait que la politique internationale pour eux, c'est l'art de la rapine, c'est l'art du pillage, c'est l'art de l'attaque en traître pour s'emparer des richesses des autres. L'accumulation qui a rendu possible le premier capitalisme occidental, c'est l'accumulation des êtres humains et des choses volées. Et la colonisation, ce n'est rien d'autre que la deuxième grande accumulation occidentale. Venir s'emparer des gens et les traiter comme esclaves chez eux. Nous sommes dans la période de la troisième grande phase d'accumulation, l'accumulation néocoloniale et impérialiste, qui consiste à instrumentaliser le droit international, instrumentaliser les organisations internationales, imposer des valets à la tête des pays qui sont sur des continents les plus riches afin de continuer à les prédationner. Donc il faut qu'on sache que la psychologie politique occidentale est une psychologie essentiellement prédatrice. Et la contradiction de cette psychologie vient de la religion que l'Occident revendique. Il revendique la chrétienté. Et le Christ, c'est le Dieu d'amour. C'est celui qui a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Si vous voulez comprendre la politique occidentale, vous devez vous souvenir que c'est exactement le contraire du commandement du Christ. C'est « déteste ton prochain comme jamais tu ne te détesteras toi-même ». C'est l'antichrist qui est mis en œuvre à travers la traite négrière, à travers la colonisation et la néocolonisation. Alors, quand ils baissent le ton, quand ils font semblant d'être conciliants, c'est souvent parce qu'ils sont à la recherche de nouvelles failles. Ils sont à la recherche de nouvelles faiblesses. Ils sont à la recherche de nouvelles zizanies. Puisque, en fait, dans ces trois phases d'accumulation, ils ont utilisé le diviser pour mieux régner. Donc, nous devons, en Afrique, noter ad vitam aeternam qu'il faudra mettre une veille systématique sur les manœuvres idéologiques, spirituelles, intellectuelles, économiques, stratégiques, diplomatiques de l'Occident. Ça, il ne devrait pas y avoir un âge d'or où les Africains retourneraient dans une espèce d'innocence et espéreraient que l'Occident ait compris leur résistance. Il faudra résister. Mais la deuxième chose, pour conclure, que je voudrais dire sur ce point, c'est que nous avons des faiblesses internes à nos propres sociétés. Pourquoi? Parce que notre élite a été formée en Occident. Moi, je suis docteur de l'université Charles de Gaulle, Lille 3. Et le programme avec lequel on m'a formé à Yaoundé au Cameroun ou à Abidjan en Côte d'Ivoire était largement
un décalque du programme des facultés françaises. Donc vous imaginez que quand on a toute une élite qui a été moulée dans le narratif, dans la grammaire, dans la bibliothèque coloniale, la bibliothèque néocoloniale, il y a un effort immense à faire pour se rendre compte des fois où on est en train de jouer le jeu du dominant. Parce qu'en fait, on parle sa langue, là, nous parlons sa langue, et on utilise ses concepts, on utilise ses théories, on utilise son histoire de la philosophie, son histoire des idées, et par là, en fait, on reproduit, même involontairement, son système. Donc, en fait, le plus grand danger qui nous menace, c'est le danger de ne pas être vigilant à notre manière de nous penser nous-mêmes, à notre manière de nous affirmer, de nous construire nous-mêmes. En fait, nous devons déconstruire tout ce par quoi on nous a habitués à accepter, que nous étions un continent pauvre, que nous étions un continent d'assistés, et que nous devions être maintenus sous surveillance militaire, diplomatique, sous surveillance spirituelle, et bien des autres continents. Pour moi, l'Afrique est mon continent sacré, ma terre sainte à moi. Nyamsi, wa Cameroun, wa Togo, wa Africa, c'est l'Afrique. Et je ne connais pas d'autre chemin pour être en contact avec Dieu d'abord que celui qui passe par la filiation de mes ancêtres. Et il faut que nous nous réapproprions même notre narratif spirituel pour pouvoir faire face à ce qui nous est imposé. Parce que tant que nos terres saintes seront essentiellement les terres saintes des autres, nous ne serons pas considérés à juste point comme les égaux des autres peuples de la planète. Il y a donc une quadruple libération spirituelle, intellectuelle, idéologique, économique et tout naturellement politique, géostratégique, géopolitique, qui nous est imposée pour toujours. Parce qu'eux, ils ne lâcheront pas, parce qu'ils n'auront toujours pas de pétrole dans leur sol, ils n'auront toujours pas d'or, ils auront besoin de nous voir, nous affronter nous-mêmes pour pouvoir reprendre leur position dominante. Alors, je rappelle, fidèles téléspectateurs, que vous pouvez enrichir cette émission avec vos contributions via essentiellement WhatsApp. Je vous rappelle le contact plus 228 96 08 43 43 pour nous envoyer vos messages que j'aurai le plaisir de vous relayer dans la seconde partie. Vous pouvez commenter également cette émission à travers les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct, envoyez-nous vos commentaires qui tombent par centaines déjà. Si l'AES tient aujourd'hui, surtout sur le plan de la défense, c'est parce qu'elle est arrivée à nouer un partenariat solide avec des pays comme la Russie, la Chine ou la Turquie. On peut augmenter la liste. Est-ce un changement de paradigme ou simplement un changement de Twitter, comme le disent certains? Oui, avant de répondre à la question elle-même en tant que telle, je voudrais revenir sur la définition de l'Occident qu'il a donnée. Au fait, aujourd'hui, l'Occident, c'est quoi? C'est la race blanche et le grand développement économique. Bien sûr. Eux-mêmes savent à quel prix ils ont eu ce développement. Et face à eux, il y a les Noirs. Comme tu n'es pas surpris que le sort du Noir en Afrique soit le même que le sort du Noir dans les Antilles, en Amérique, en Europe, en Asie, à Haïti, en Nouvelle-Calédonie, en Australie. Les aborigènes, ils sont noirs. En Australie, eux, ils sont les plus miséreux, les plus exploités, les plus piétinés. Et il a parlé de religion. Les gens se définissent comme une culture judéo-chrétienne. Au fait, mais c'est un barbarisme judéo-chrétien. Les juifs ne sont pas chrétiens. voilà. On ne le dit pas, mais comme c'est une expression que les Blancs nous ont amenée, on a pris, on avale des deux mains, des deux gorges. Judéo-chrétien, ça veut dire quoi? Or, ces gens qui se réclament de cette religion, qui ont donc lu la Bible, où on dit, bon, si on te donne une gifle, tant l'autre joue. Bon, ils n'ont pas seulement lu la Bible, ils ont lu Hegel aussi. Laisse-moi parler. La dialectique volonté de puissance. Attends, est-ce qu'on distribue Hegel, Nietzsche ou Spinoza en Afrique? Tu as vu un blanc qui est venu avec ses livres pour donner à un Africain? Non, c'est la Bible qu'on donne, qu'on vend même, jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a lu cette Bible, qui contient ce qu'elle contient, c'est les mêmes qui ont inventé la notion des droits de l'homme, 1792 ou machin, après la Révolution française. Ok, tout ça c'est bien. Gilles, tu ne te demandes pas comment quelqu'un qui a cette culture judéo-chrétienne, empreinte d'humanisme,
est venu attraper tes grands-parents pour aller les vendre. 200 millions. Qu'on les tuait, qu'on les mettait au fer, on les noyait, on en faisait tout ce qu'on veut. Pourtant, Jésus-Christ était déjà né. Et avait dit de ne pas faire ça. Et il avait dit de ne pas faire ça. Ouais, il avait dit ça. Pourtant, c'est eux qui ont fait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont recommencé après. Moralité de l'affaire, c'est que dans les droits de l'homme, les Noirs n'étaient pas prévus. On ne les considérait pas comme des hommes. Voilà. Les Noirs n'étaient pas C'est prévus le code comme noir. des Le code hommes. noir, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, Bien meuble. à la limite, peut-être j'exagère, hein, la culture judéo-chrétienne, si elle a un regret, c'est de n'avoir pas éliminé les Noirs comme ils ont fait des Indiens d'Amérique. Sûr. Mais nous, notre chance, je l'ai dit ici déjà, hein, c'est le moustique. Hein. Il y avait le paludisme. Ils ne pouvaient pas s'installer. Les pays africains qui n'avaient pas le paludisme, l'Algérie, la Tunisie, Ils les ont rasés. le Maroc, l'Afrique australe, mais ils se sont installés, ils ont dit Algérie française. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une expression de moi. Les bourgs et les choses en Afrique du Sud, ils ont dit que c'est leur pays. Ils sont devenus africanais. Ils sont devenus africanais. Donc, tout cela fait que aujourd'hui, c'est le Sahel, c'est l'AES qui commence à allumer la flamme de l'espoir dans le cœur de tous les Noirs à travers tous les continents. Dis-moi pourquoi cette flamme-là s'éteindrait alors qu'ils sont des millions à travers le monde qui entretiennent cette flamme. Qui adhèrent. Maintenant, la réponse à ma question. La question, c'était quoi même? S'allier à la Russie, à d'autres puissances. Mais attends. Moi, je veux bien réagir là-dessus, mais je laisse les commencer, puis je vais venir. Non, faisons attention avec la Russie. Ce n'est pas aujourd'hui, dans les crises actuelles, que les pays du Sahel sont allés en Russie. La Russie était là au moment des indépendances. La plupart des pays africains ont eu leur indépendance des mains de ces judéo-chrétiens grâce à la Russie orthodoxe. Il faut qu'on explique les choses aux gens. Donc aujourd'hui, la Russie ayant aidé des Africains à devenir indépendants, elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas mis de base militaire, elle n'a pas mis des sites d'exploitation de monnaie, d'or, d'argent, elle n'a pas imposé une monnaie genre Adolf Hitler, parce que le franc CFA est copié sur le modèle de la monnaie que les nazis avaient imposée aux Français. Les Noirs ont commis l'erreur dans leur naïveté d'aller aider les Français à chasser les nazis et les Français se sont retournés contre eux avec la monnaie que les nazis leur ont imposée. Mais tout ça, quand tu parles, comme je parle, on dirait non, que toi tu es ennemi des gens. Je suis ennemi de qui? C'est les faits. Donc, maintenant, les Russes ont vu trop le sang et les larmes couler en Afrique. Les Chinois, qui sont d'impitoyables hommes d'affaires, ont vu trop les larmes et le sang couler en Afrique. Même la Corée du Nord, qui est si loin, qui n'est pas habituée, disons, à la savane africaine, ils se sont rendus compte que les larmes et le sang coulent trop en Afrique. C'est pourquoi ils ont dit non. Nous, on les considère comme des humains. Nous, on les considère comme des égaux. On ne peut pas les laisser se faire traire et maltraiter par les mêmes depuis 2, 3, 4, 5 siècles. Donc les Russes ont proposé leur service. Tout à l'heure, j'ai vu les entraînements de l'armée malienne au temps. Avec des morceaux de bois. Avec des morceaux de bois. Les néocolonialistes. On fait transporter un gros tronc d'arbre à un soldat, on dit que c'est le 12-7, le canon, le grand canon. On dit, et tu vois un soldat français manipulant le bois et faisant dans sa bouche. Si ce n'est pas qu'on nous prend pour moins que des chiens, est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Donc les Russes, les Chinois, les Turcs, même les Iraniens, ils en ont marre de voir les mêmes personnes s'enrichir sous le dos des Noirs qui ne respectent pas. Moi, j'apporterai volontiers sur ce que l'ambassadeur vient de dire, les 3 phases de la relation de l'Afrique à la Russie. La première phase, c'est qu'il faut savoir qu'en 1884-1885, lorsque se tient le fameux partage de l'Afrique à Berlin, la Russie était représentée. De toutes les puissances qui étaient là, la Russie est la seule puissance qui n'a pas souhaité prendre un morceau de l'Afrique pour faire l'Afrique russe. Le tsar Alexandre III était au pouvoir
Et il avait dépêché son représentant, un diplomate, un certain monsieur Kapnich. Il a assisté à tous les travaux. Il a vu le Portugal, la France, l'Angleterre, l'Allemagne se partager l'Afrique. Et quand on lui a demandé quelle part la Russie voulait prendre, il a dit la Russie est suffisamment grande. Voilà. Elle n'a pas besoin de l'Afrique. Nous ne voulons pas nous mêler de cela. Il y a entre la Russie et l'Afrique un rapport profond par la religion catholique orthodoxe. Les orthodoxes, Avec l'Éthiopie. vous le savez très bien, ont leurs racines dans l'Éthiopie ancienne. Et si vous allez en Russie, si vous visitez les églises orthodoxes russes, vous serez frappé du nombre de saints, S-A-I-N-T-S, noirs, qui sont représentés dans les églises russes. Même la Madone, la mère, la Vierge Marie, est représentée en Isis noir, en Madone noire, dans plusieurs églises de Moscou. Donc eux, ils ont l'habitude de considérer les Africains comme un peuple spirituel profond. Et cela date de plusieurs siècles qu'ils savent. L'Éthiopie et la Russie sont connectés par cette profondeur. Parce qu'en fait, les temples russes de l'église orthodoxe sont des photocopies des temples éthiopiens. Et comme vous le savez sans doute, ce qu'on appelle le judéo-christianisme, à l'origine, est né sur la terre africaine. Moïse, qui est présenté comme le père du monothéisme, mais c'est un prince négro-égyptien. Donc c'est l'Afrique qui a donné, en quelque sorte, les racines de toutes les religions du Moyen-Orient et de l'Occident actuel. Deuxième phase, la Russie. C'est les années de la lutte pour l'indépendance, les années 30, 40, 50, 60. La Russie se met aux côtés des Africains. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les géopoliticiens occidentaux, c'est le cas par exemple de Zbigniew Brzezinski, mais tous les grands géopoliticiens savent que l'Afrique est le plus grand réservoir de matières premières stratégiques. Donc les Russes et les Chinois ont compris que s'ils abandonnaient l'Afrique à l'emprise des Occidentaux, ceux-ci accumuleraient une énergie tellement énorme qu'ils l'utiliseraient pour les écraser à l'est du continent européen. Donc en fait, empêcher l'Occident et empêcher les autres puissances de mettre la main sur l'Afrique, c'est se protéger pour les Russes et pour les Chinois. Et ils le disent. Ils savent que s'ils laissent tout l'uranium africain entre les mains des prédateurs occidentaux, eh bien, il va être utilisé en augmentation de leurs ogives nucléaires contre eux. Enfin, il y a un troisième niveau d'appréciation. C'est la camaraderie de lutte qui est née de cela. Il y a des pays africains, prenons l'Angola, prenons pratiquement tous les pays africains où il y a eu des luttes de libération. Mozambique, Angola. Des liens humains sont nés, ce sont des frères d'armes. Vous voyez Tinzaouaten par exemple, fin juillet 2024. L'armée malienne est attaquée par Al-Qaïda, l'État islamique, sur leur base arrière algérienne avec le soutien de l'OTAN. Mais elle combat avec qui à ses côtés? Qui meurt avec les soldats maliens, les soldats russes? Mais cette scène s'est reproduite au Congo, elle s'est reproduite en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Il y a donc une fraternité de lutte et c'est ce que j'appelle l'histoire sainte de la relation russo-africaine. Les Russes et les Africains ne se sont jamais fait la guerre. Et les Français évoqueront aussi leurs 53 morts sur le théâtre malien. Mais qu'est-ce que ça vaut, 53 morts? Et en plus, qui les avait envoyés? Personne ne leur a demandé d'envoyer des troupes au sol. Nous avons la lettre du président Dioncounda Traoré du 9 janvier 2013. Il avait demandé un appui feu aérien et un soutien en renseignement. François Hollande lui a tordu la main et a balancé 6500 soldats sur le sol malien dans le but de contrôler en fait l'or, le pétrole, le manganèse, le lithium malien. Non, je conclus en disant là-dessus que pour nous qui étudions sérieusement ces questions, il n'y a aucune comparaison possible entre les relations russo-africaines ou sino-africaines et les relations afro-occidentales. Parce que dans les relations russo-africaines et sino-africaines, il y a une fraternité, une camaraderie de lutte pour la même cause. Et quand les Africains ont combattu aux côtés des Occidentaux pour la même cause, ils ont été trahis. C'est Tiaroy. Ceux qui ont combattu pour libérer la France, certains sont morts sans avoir perçu un radis, un centime de leur pension. Et aujourd'hui, on vient soutenir Al-Qaïda et l'État islamique, on vient médiatiser les groupes terroristes sur France 24, sur RFI, sur TV5. C'est comme ça qu'on remercie l'Afrique, sans laquelle la France ne serait pas une puissance du tout au cœur de l'Europe. Le président Chirac l'a dit, vous connaissez la fameuse phrase de Chirac, on oublie souvent une chose, c'est qu'une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Et il est temps qu'on rende aux Africains une partie au moins de ce qu'on leur a pris, si on veut éviter les pires convulsions dans les temps à venir. Ça, citation Chirac. France Info TV. Alors, je voulais ajouter un mot quand il a parlé de l'orthodoxie avec l'Éthiopie et la Russie. Bien sûr. Mais quand
l'iconographie russe, les icônes, Bien sûr, c'est plein de noirs. bien sûr. Et le président russe, Vladimir Vladimir Poutine, Poutine, il l'a dit. a bien dit Il l'a que dit. Jésus était noir. Bien sûr. Mais tu sais ce que tes frères, comment tes frères noirs ont réagi? Ils n'étaient pas contents. Mais ils veulent adorer un Ils blanc. ont perdu leur Jésus blanc. Voilà. Et ils veulent adorer un blanc. Pourquoi on leur dit que Jésus... Donc c'est Poutine qui devient leur ennemi. Voilà. Parce qu'il a eu le courage Il de est leur contre dire nous. que la religion que les autres sont venus vous vendre à la découpe là, C'est en faux. fait, elle vous appartient. C'est votre bien. Oui. Alors, est-ce que tu sais que c'est Zemmour du XVIIe siècle, en Angola, il y avait une femme là, Kimba Vita. Oui, oui, oui. Elle a dit que Jésus est noir. Tu sais ce qu'on lui a fait? Oh là là. Brûler au bûcher. Vive. Juste ça. Comme Jeanne d'Arc. Est-ce que tu entends? Kimba Vita a été brûlée, une jeune femme a été brûlée au bûcher parce qu'elle a dit que Jésus est noir. Maintenant, Vladimir Poutine le dit. Comme ils ne peuvent pas le brûler au bûcher, Ah, ils essayent. on a monté des croyants africains Les zouaves esclaves. pour vilipender chose parce que le noir n'est heureux que quand il est à genoux devant une statue de blanc. Ah, le noir traumatisé. Tu ne peux rien faire contre ça. Parce que ce que je dis là même, il doit y avoir encore des soi-disant prêtres en train de me maudire. Parce que je les connais. Et quand je parle là, le lendemain, certains réagissent dans leur église, on vient me dire. Donc, l'ignorance, ces religions prospèrent sur l'ignorance. Et ils vont continuer à maintenir les gens dans l'ignorance des faits. On ne leur dira jamais que l'église d'Éthiopie est la maison mère De l'Église universelle. de l'église universelle. Personne ne leur Mais dira ça. il y a un courant à l'intérieur de l'Église. Il faut rendre ici justice à l'Église, qu'on appelle le courant de l'inculturation et aussi le courant de la théologie de la libération. Et il y a beaucoup, que ce soit d'ailleurs des jésuites, des dominicains très cultivés, qui ont écrit pour affirmer qu'il fallait reconnaître les racines profondes de la foi dans l'histoire africaine, parce que Moïse, qui est en fait à l'origine du fameux texte des 10 commandements dont on parle, mais qui est une copie en réalité d'une partie des 42 commandements de la Maat négro-égyptienne, Moïse est un prince noir. Ça, c'est établi par l'historiographie, c'est établi que celui qui a été à l'origine de tous les monothéismes est un prince noir de la cour d'un pharaon noir, d'une Égypte noire. Donc, alors ces choses-là, on ne les dit pas pour affirmer la supériorité raciale des Noirs, on les dit simplement pour établir les faits. À savoir que nous n'avons pas besoin qu'on nous impose une importation religieuse. Nous sommes des peuples profondément religieux et profondément traditionnels. Alors, il nous reste 8 minutes pour boucler cette première partie. Alors, si je comprends bien, si le projet AES est un projet si vital, pourquoi il ne suscite pas beaucoup d'émules? On ne voit pas beaucoup de pays africains s'intéresser à ce projet. On ne voit que le petit Togo chercher à sympathiser avec Togo est l'AES. petit par sa taille, mais grand par son ambition. Oui. Dans les faits, seul le Togo a montré sa sympathie et sa collaboration. Et à votre conférence, le professeur Robert Doucet a même parlé d'établir des liens formels avec l'AES. Mais pourquoi les autres ne traînent les pas si c'est un projet si vital pour l'Afrique? Allez-y, monsieur. Le Togo a eu ce courage, cette témérité. Oui. Il faut appeler les choses par leur nom. Il s'est comporté. C'est de la témérité que le Togo a eu. Tu sais comment il est récompensé? On a reçu, hébergé et financé tous les fumeurs d'herbe pour dénigrer le Togo. Bien sûr. Est-ce que tu comprends ça? Tu es sur les réseaux, non? Tu vois ce qu'ils font, non? Ils sont payés pour ça. Parce qu'on ne comprend pas que le Togo ne puisse pas accepter, sacrifier 70 millions d'habitants de Trahir ses l'AES frères. pour faire plaisir à un blanc. Ouais, au néocolonialisme français. Un blanc. Je ne vais pas plus loin. Pour faire plaisir à un blanc. Un seul. Donc, le Togo, ce n'est pas facile pour le Togo. Dans vos débats hier, du peu que j'ai suivi, je vois que le Togo joue dans la transparence. Le Togo ne prend pas AES et CEDEAO comme des ennemis qui doivent se combattre. Non. Le Togo travaille à l'harmonisation des relations entre les deux entités, parce qu'on le veut ou non, les deux entités ont les mêmes problèmes. Il s'appelle terrorisme, envoyé par l'Occident, avec pour mission d'occuper l'Afrique depuis la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. On le dit tous les jours. Mais il y a des chefs d'État qui disent que nous mentons. Moi, je pense qu'il faut distinguer, en effet, deux niveaux d'adhésion au projet d'alliance des États du Sahel et au positionnement diplomatique original du Togo.
Prenons le niveau étatique et ensuite prenons le niveau populaire. Au niveau populaire, incontestablement, même l'embellie de l'image de la République togolaise dans le cœur des Africains, elle vient de ce positionnement diplomatique extraordinairement original et courageux. Même le professeur a basculé sur ce Bien sujet. sûr, moi j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi je suis au Togo, pourquoi je suis revenu au Togo. Parce que le président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, a prouvé par les actes que son panafricanisme n'était pas un panafricanisme, on va dire, de simple et pure stratégie, que c'était un engagement vital. Parce que quand la CEDEAO, sous les ordres du néocolonialisme français, devait tuer le Niger, il ne s'est pas aligné. Et il a ouvertement affirmé la nécessité de la médiation et du dialogue. Et il a mis cela en œuvre. En fait, on a échappé à une guerre mondiale sous-régionale. Parce que si cette déflagration était partie, que le Burkina, le Mali étaient entrés dans la danse, on aurait une guerre sous-régionale, une guerre internationale. Et on doit au Togo d'avoir empêché cela, parce que c'est lui qui a dit, de l'intérieur de la CEDEAO, ce n'est pas possible, on ne va pas utiliser les armes de nos États contre un État frère et ensuite produire une déflagration qui va nous détruire tous ensemble. On ne va pas jouer au fou. Alors donc, il y a le niveau populaire où incontestablement l'AES et le Togo, mais caracolent dans les cœurs, ce qui d'ailleurs est une source de difficulté sérieuse pour l'opposition togolaise, parce que comment continuer à s'opposer quand on a un dirigeant qui a réussi par cette opération-là à ravir en quelque sorte l'admiration même de ses meilleurs critiques. Deuxième niveau, maintenant pourquoi ça coince? Ça coince parce que les gens ont pris des engagements dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'ONU. Ils ont aussi pris des engagements avec les institutions financières internationales. Et vous savez que l'Occident utilise toujours la politique de sanctions et de chantage envers les gouvernements qui ne font pas, qui n'agissent pas le doigt sur la couture en faisant ces 4 volontés. Donc il y a une pression énorme qui est exercée sur les gouvernements. Et là, il faut des hommes de caractère, il faut des hommes de courage, des hommes de mission, aussi des hommes d'ambition pour résister à toutes ces bourrasques, à toutes ces influences, comme le Togo le fait. Mais qui est le gagnant dans toute cette affaire? C'est l'Alliance des États du Sahel, ce sont les peuples africains, c'est le Togo. Vous avez bien vu qu'il y a eu un duel, là, ces 2 dernières semaines, entre l'offre togolaise de se maintenir comme la capitale naturelle de la médiation, comme le couloir naturel de l'Alliance des États du Sahel vers l'océan Atlantique, et puis l'offre de la Côte d'Ivoire, de dire que pour le Mali, le Burkina, même peut-être le Niger, les ports ivoiriens sont désormais dédouanés. C'est gratuit. Vous n'avez pas compris qu'en réalité, c'est la CEDEAO qui essaye de récupérer ce qu'elle a perdu par ses propres turpitudes. C'est la grande concurrence des ports, parce que Lomé maintenant et Accra et Conakry sont en train de rafler la mise que Cotonou et Abidjan raflaient. Il y a des crises sévères qui résultent de cette politique antipopulaire, anti-africaine. Donc, je pense qu'à tout point de vue, le Togo a raison de parier pour l'Afrique, de parier pour la fraternité, la solidarité, et on voit aussi l'efficacité de la lutte antiterroriste togolaise, qui a été améliorée par cette coopération étroite, cette confiance maintenue avec les pays de l'AES. La frontière nord du Togo, autrement, aurait continué d'être hyper poreuse, comme la frontière nord du Bénin, ou celle du Nigeria, ou celle du Cameroun le sont. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, on ne mène pas une politique de solidarité suffisante avec ceux qui sont en première ligne. Comment travailler pour étendre cette huile bénite de l'AES vers d'autres pays? Je crois que Franklin a répondu. Tous les peuples dans leur cœur sont AES. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Ça, je n'ai pas besoin de sondage, parce que récemment, la dernière émission qu'on a animée ici, on nous a dit que quelqu'un, pour être démocratiquement élu, avait fait un programme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la politique menée dans l'AES. Pour être démocratiquement élu, on copie la politique. On copie la politique des putschistes. Tu entends? Mais c'est le summum du ridicule. C'est-à-dire qu'on copie la politique des putschistes pour être démocratiquement élu. Donc, le cœur des Africains est AES. Il n'y a rien à faire. Parce que l'Africain, même s'il est pauvre, il veut sa dignité. Il aime. Et Sékou Touré nous en avait donné l'exemple en 1958. Il préfère être pauvre dans sa dignité que riche dans le mépris. Dans les choses. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Ouais. Donc, l'AES, tout le monde est AES.
seul le Togo a eu le courage de le dire ouvertement. Tout le monde est AES. Et là, on s'attend à ce que d'autres le disent ouvertement. Mais ça va venir des processus politiques internes à ces pays. Inévitablement, il va falloir que les élites s'ajustent. Je rappelle quand même qu'il a fallu ce grand courage là, du gouvernement togolais de dire « je suis membre de la CEDEAO, mais je ne vais pas appliquer les consignes de la CEDEAO ». Voilà. Mais dans tous nos pays, là, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, il va falloir qu'émergent des dirigeants qui suivent les aspirations populaires et qui se connectent aux pays qui ont déjà ouvert ce chemin. Moi, je voudrais quand même rappeler que la révolution sahélienne, c'est aussi une tache d'huile qui est partie du Mali. C'est parce que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont réussi que le Burkina Faso a pu d'ailleurs redresser sa propre révolution interne avec le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est cela qui a encouragé le Niger. Je rappelle que quand le régime du président néocolonisé Bazoum est tombé, qu'est-ce qu'il a fait, le Mali? Il a dépêché immédiatement une délégation. Le premier jour, les premiers pays qui ont visité le Niger après la chute du régime du président Bazoum, ce sont les pays de l'AES. Et je dis, dans les 48 heures, ils étaient là. Parce que les gens ont compris la portée historique de ce qui se passait. Et actuellement, sur tout le continent, tout le monde l'a compris. Même les coups d'État, là, on sait qu'il y en a deux sortes. Ceux qui sont au service des intérêts étrangers et ceux qui sont au service de nos intérêts. Donc, les Africains savent même distinguer différents coups d'État. Si vous posez des questions à un Africain qui suit par exemple vos émissions, il vous dira là c'est un bon, là c'est un mauvais, là c'est un bon, là c'est un mauvais. Pourquoi? Parce que les aspirations populaires sont la boussole de la politique véritable. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la première partie, marquer une pause pour des impératifs commerciaux, une nouvelle édition de Journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum et j'aurai l'occasion de relayer vos messages qui tombent par centaines par ici. Plus 228 96 08 43 43. À tout de suite.